Le cannabis, tout le monde en a entendu parler. C'est, et de loin, la substance illicite la plus consommée au monde. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, sur ses effets sur le cerveau, eh bien, ça a radicalement changé ces dernières années. On va donc plonger ensemble au cœur de la neurobiologie pour essayer de démêler le vrai du faux. Alors, la fameuse question qu'on entend partout. Le cannabis, est-ce que c'est vraiment une drogue douce, hein? Cette étiquette, elle lui colle à la peau depuis des décennies. Sauf que les neurosciences, elles, nous racontent une histoire beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est justement cette histoire qu'on va explorer. Ok, alors allons-y. Première chose à mettre sur la table. L'idée d'une drogue pas si douce. Pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut laisser de côté les idées reçues et regarder ce que les faits, ce que la science nous dit. Et là-dessus, le message est de plus en plus limpide. Et voilà, on arrive directement au cœur du sujet. Ce que les études montrent, c'est que le cannabis peut provoquer un authentique syndrome de dépendance. Et attention, on parle ici d'altérations dans le cerveau qui sont, tenez-vous bien, comparables à celles qu'on observe avec l'alcool, les opiacés ou même la nicotine. C'est vraiment le point de départ crucial pour piger tout ce qui va suivre. Bon, mais alors comment ça marche concrètement? Comment le cannabis arrive à produire ses effets? Pour le savoir, il faut faire un petit détour par un système qu'on a tous, absolument tous, dans notre corps, le système endocannabinoïde. Il faut se l'imaginer comme le système d'exploitation de notre cerveau, son régulateur interne et secret. Et c'est précisément ce système que le cannabis vient, disons, pirater. Au centre de ce système, il y a une molécule star, une molécule super importante, l'anandamide. Pour faire simple, c'est le cannabis que notre cerveau fabrique lui-même, notre THC naturel si on veut. Son boulot, c'est de garder les choses en équilibre, de réguler l'humeur, la faim, la mémoire, un vrai chef d'orchestre. Et bien sûr, pour que ce chef d'orchestre puisse s'agir, il a besoin de points de contact. C'est là que les récepteurs CB1 entrent en jeu. Imaginez que nos neurones sont couverts de petites serrures. L'anandamide, c'est la clé parfaitement adaptée, fabriquée par notre corps. Le THC, lui, c'est un peu un passe-partout surpuissant qui arrive de l'extérieur, s'insère dans la serrure et, clac, il active tout le mécanisme. Ok, maintenant qu'on a la clé et la serrure, on peut enfin comprendre ce fameux effet de high. Comment le THC s'y prend pour pirater notre cerveau et créer cette sensation. Parce que attention, ce n'est pas de la magie. C'est une pure réaction biochimique, une réaction en chaîne, très précise, qui a lieu dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors comment ça se passe? C'est un jeu en 3 temps. Premier temps, le THC arrive et hop, il met KO des neurones bien spécifiques, les neurones GABA. Il faut voir ces neurones comme les freins du cerveau. Deuxième temps, comme les freins sont désactivés, les neurones à dopamine, les pédales d'accélérateur du plaisir, se retrouvent en roue libre. Plus rien ne les retient. Et troisième temps, eh bien, c'est l'inondation. Une vague de dopamine déferle dans le cerveau, et voilà l'euphorie. Mais voilà, le cerveau n'est pas du genre à se laisser faire. Quand il est bombardé comme ça de manière artificielle et répétée, il ne reste pas les bras croisés. Non, il riposte. Il s'adapte pour se protéger. C'est ce que les scientifiques appellent la neuroadaptation. Et c'est précisément là que le piège de la dépendance commence à se refermer. Et cette adaptation, on peut presque la visualiser. Prenez un cerveau qui n'est pas exposé au cannabis. Il est plein de récepteurs CB1, nos fameuses serrures. Maintenant, regardez un cerveau exposé de façon chronique. Le cerveau, pour se défendre, a tout simplement retiré une bonne partie des serrures. Il les a fait disparaître. La conséquence, elle est terrible. Les petits plaisirs de tous les jours, un bon repas, voir des amis. Tout ça semble beaucoup plus fade. C'est un état qu'on appelle l'anédonie. Et cette phrase tirée de la recherche, elle résume tout. C'est précisément ce mécanisme d'adaptation qui est le point de bascule. On passe d'un usage qu'on choisit, un usage récréatif, à un usage qu'on subit, qui devient compulsif. On ne consomme plus pour se sentir bien, mais pour arrêter de se sentir mal. La nuance est énorme. Et forcément, si la consommation s'arrête brusquement, que se passe-t-il? Le cerveau, qui s'était habitué à cette béquille chimique, se retrouve complètement perdu. C'est le syndrome de sevrage. L'irritabilité, l'anxiété, les insomnies, tout ça débarque en force. Et pourquoi? Parce que notre système endocannabinoïde interne, notre production naturelle, a été mise au chômage technique. Il est devenu paresseux et il a du mal à redémarrer tout seul. Mais les effets ne s'arrêtent pas à la période de sevrage. Loin de là. Une consommation chronique peut laisser une véritable empreinte, une cicatrice sur le long terme. Et ça touche en particulier nos capacités à réfléchir et à gérer nos émotions. Et là, il y a un point d'alerte majeur, l'adolescence. Le cerveau d'un ado, il faut le voir comme un immense chantier. Tout est en train de se câbler, de se connecter. Introduire du cannabis au milieu de ce chantier, c'est comme jeter du sable dans les engrenages. Ça peut perturber la mise en place de fonctions essentielles comme la mémoire ou la concentration. Ça peut même altérer la maturation physique du cerveau.
Et les conséquences, parfois, on peut les mesurer des années plus tard. Alors attention, il faut nuancer. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. On n'est pas tous égaux face au risque de dépendance. Loin de là. Plein de facteurs entrent en jeu. Et, paradoxalement, une partie de la solution pourrait venir de la plante elle-même, avec une autre molécule, le CBD. Cette vulnérabilité, en fait, c'est un cocktail, un mélange de plusieurs ingrédients. Il y a la génétique, bien sûr, il y a l'âge auquel on commence, on l'a vu, il y a aussi les fragilités psychologiques préexistantes, comme l'anxiété ou la dépression, et puis il y a l'environnement social, le stress, l'isolement. Ce n'est jamais une seule cause, c'est vraiment une accumulation de facteurs de risque. Justement, parlons-en du CBD, le cannabidiol. C'est l'autre cannabinoïde majeur de la plante, le cousin du THC. Mais avec une différence fondamentale. Le CBD n'a pas d'effet euphorisant. Zéro, il ne fait pas planer, son action est totalement différente. C'est un modulateur, il vient régler le système, pas le surstimuler. Et c'est là que ça devient fascinant pour les chercheurs. Le CBD semble agir comme un contre-pouvoir au THC. Il pourrait atténuer certains de ses effets négatifs comme l'anxiété. Il a ses propres effets anxiolytiques. Et surtout, il est très sérieusement étudié comme un traitement potentiel pour aider à gérer les symptômes de sevrage du cannabis. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse qui est vraiment au cœur des recherches actuelles. La plante de cannabis contiendrait-elle en elle-même le problème et la solution ? Une molécule, le THC, qui peut mener à l'addiction, et une autre, le CBD, qui pourrait aider à en sortir. C'est une piste complexe et pleine de promesses pour peut-être un jour mieux comprendre et soigner cette dépendance. Merci d'avoir suivi cette analyse.